Avec la finale terminée, aujourd'hui nous allons classer chaque personnage d'Arcane du bon au mauvais, avec l'une des galeries de personnages les plus nuancés moralement que nous ayons couvert sur cette chaîne. Comme toujours, nous débuterons par le personnage le plus noble et finirons par le plus maléfique. Ces personnages sont les gentils. Et il y a étonnamment beaucoup de héros dans le monde d'Arcane. Mais même si le choix était difficile, nous devons attribuer la médaille d'or de la bonté au professeur Heimerdinger. Avant même la saison 2, Heimerdinger était déjà un choix évident pour la première place. Avec une longévité de plusieurs siècles et un esprit brillant et sage, il veille toujours au bien du peuple. Il est fier de son travail en tant qu'enseignant et fait tout son possible pour protéger ses élèves et les garder sur la bonne voie. Par exemple, lorsqu'il conseille à Jace de ne pas dire au conseil qu'il essayait de créer de la magie afin d'éviter d'être expulsé. En fait, Jace n'écoutera pas. Certains soulignent le manque de confiance de Heimerdinger envers les recherches de Jace et Victor. Une telle percée demande du temps, Victor. Mettre ce genre de pouvoir entre les mains de tout le monde est dangereux. Et même s'il peut parfois mal comprendre la mentalité des mortels, il vaut la peine de se rappeler que Heimerdinger a vécu assez longtemps pour avoir vu le genre précis d'horreur qui pourrait surgir de l'abus d'un pouvoir tel que l'Hextech. Le gars tente simplement d'empêcher la Troisième Guerre mondiale et, en retour, il est exclu du conseil par son élève. C'est justement pour ces conséquences que nous avons mis Heimerdinger en tête de notre liste. Après avoir été exclu du conseil, Heimerdinger descend à Zone pour offrir son aide aux habitants, ce qui l'amène à adopter Echo comme élève. Emma, dans la saison 2, a l'aidé à créer une machine à voyager dans le temps capable de le ramener dans sa propre ligne temporelle. Il devient un membre apprécié, améliorant la technologie et jouant avec les enfants du quartier. Et ce n'est pas tout. Après avoir sorti le plus grand single country de la décennie, Heimerdinger sacrifie sa vie pour permettre à Echo de rentrer et sauver sa ligne temporelle de la dévastation. Ou du moins, c'est ce qu'il semble. Mais apparemment, son espèce est immortelle dans le jeu. Il doit sûrement réapparaître quelque part. Alors, séchez vos larmes. Heimerdinger est toujours là quelque part et reçoit la médaille d'or de la bonté, à condition qu'il continue à jouer cette merveilleuse musique. La médaille d'argent, elle, revient à Isha. Sans même une seule ligne de dialogue, Isha a réussi à capturer le cœur de Jinx, ainsi que celui du public. Pendant une période de solitude et de désespoir, Isha est recueillie par Jinx comme une amie et une pseudo-petite sœur, ravivant la bonté dans son cœur qui était restée longtemps endormie. Bien sûr, admirer Jinx pouvait rendre Isha un peu espiègle, ou pour le dire simplement, une terroriste domestique. Il faut se rappeler qu'elle est très jeune et reste fidèle à sa famille. On voit à quel point elle est profondément bonne à la fin de l'acte 2, où elle sacrifie sa vie pour sauver Jinx, et en plus, elle est assez humble pour ne pas faire de grands discours en le faisant. Voilà le véritable héroïsme. Pour compléter notre top 3, la médaille de bronze revient à l'une des héroïnes les moins présentes à l'écran, Felicia. Elle n'apparaît que dans un flashback à l'acte 2, donc il y a peu à dire sur elle. Après avoir été tuée lors d'une altercation avec les exécuteurs, Vander recueille les deux filles de Felicia, Powder et Violette, qui auraient sans doute mené une vie heureuse et normale. Nous apprenons plus tard pourquoi Vander a recueilli les filles. Il était proche de Silco et Felicia, avec qui il passait beaucoup de temps. Je ne peux pas la protéger de toute la merde qu'il y a ici en bas et apprendre à être parent en même temps. Et leur petite fille, jusqu'à la fin de sa vie. Parfois, la meilleure façon d'être un héros, c'est simplement d'être une bonne mère pour sa famille. Et ça, Felicia l'avait en abondance. Mais parlons du premier des enfants principaux de la ville souterraine. Echo. Ce petit homme servait d'informateur pour les enfants de Vander chaque fois qu'il y avait une occasion de réaliser un grand coup, ou lors d'une occasion particulièrement dangereuse pour sauver la vie de leur père. Dans le futur, après la mort de deux amis et le conflit des deux autres, Echo deviendra membre fondateur des Firelights, créant une communauté autour d'un arbre pour donner espoir aux gens d'en bas. Plutôt cool. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai su que c'était l'endroit. Si une seule graine pouvait arriver jusqu'ici, alors nous aussi. Pendant que... Il est, il faut l'admettre, compréhensiblement, opposé aux agents de l'ordre et aux autres hauts placés de la surface. Echo apprécie Heimerdinger presque immédiatement et accepte qu'il devienne son mentor, ce qui conduit les deux à améliorer leur communauté et à devenir encore plus appréciés qu'avant. Mais ce qui place Echo si haut dans notre classement, c'est sa loyauté. Echo est prêt à tout pour son peuple, que ce soit risquer sa vie pour s'échapper d'un univers alternatif utopique afin d'aider ses amis chez lui, ou simplement affronter Jinx pour que Kay et Vi aient le temps de s'enfuir. Regardez qui voilà, la sauveuse du garçon. Echo n'est peut-être pas un héros officiel. En fait, il est plus un justicier qu'autre chose, mais des gens comme lui donnent de l'espoir à leur communauté et au-delà, et cela compte beaucoup à nos yeux. Ensuite, nous avons le légendaire Vander.
Dès le début, Vander a tenu sa promesse de protéger les filles de Felicia après qu'elles sont devenues orphelines. Il a aussi fait de même pour Milo et Clagger, sans raison claire. Vander est le genre de personne qui prendra toujours la défense des faibles et des sans-pouvoir dans sa communauté, que ce soit par l'adoption des 4 enfants ou par le fait qu'il a rapidement défendu Huck lorsque son associé a essayé de le tromper sur le prix convenu. Et si tu donnais simplement à Huck le reste de ce que tu lui dois, et je te laisserai partir d'ici entier. Cela ne veut pas dire que Vander est parfait. Attention. Après la mort de Felicia, sa dispute avec Silco l'a finalement conduit à presque le noyer. Une sacrée défaillance morale, même s'il ne s'est jamais vraiment pardonné pour ça. Aussi terrible que cela ait été, Vander se rachète dans l'ensemble en faisant tout ce qu'il peut pour protéger sa famille, de ses enfants jusqu'à toute la ville de Zone. Même transformé au point d'être méconnaissable par Singed, Vander s'accroche aux souvenirs de ses filles jusqu'à ce qu'il soit malheureusement devenu impossible à sauver. Peut-être pourra-t-on y revenir plus tard. Pour l'instant, mentionnons rapidement son vieil ami, Benzo, qui, malgré ce que j'ai cru pendant des années, n'est en réalité pas le père adoptif d'Echo. Mais en fait, ça le rend encore meilleur. Je veux dire, réfléchissez-y. Nombreux sont ceux qui ont eu de mauvais patrons, mais Benzo a toujours respecté et bien traité Echo. Quand Echo a pu le revoir dans la chronologie alternative, il lui dit franchement qu'il compte énormément pour lui. Eh bien, quelle belle journée! Et en plus de ça, Benzo se soucie vraiment de Vander et du reste de sa communauté. Mais parlons du premier des enfants adoptifs de Vander, Clagger. Honnêtement, la seule raison pour laquelle il est le mieux classé du groupe, ce n'est pas parce qu'il a des qualités particulièrement héroïques, c'est plutôt qu'il n'a rien de particulièrement anti-héroïque. Contrairement à Milo, il est généralement gentil avec Jinx et ses frères et sœurs, et propose même de la secourir lorsqu'elle hésite à faire du parcours dans le premier épisode. Il commet aussi le crime compréhensible de voler un cupcake, ce qui lui vaudra la métaphore du pêcheur central de la gourmandise. Si c'est la pire chose que tu fais dans cette série, tu t'en sors très bien. Maintenant, revenons aux personnages principaux. Commençons par l'une des 3 héroïnes principales elle-même, Vi. Vi est intéressante car, objectivement, elle a fait des choses vraiment terribles. Vous avez entendu parler de la réaction de combat ou de fuite, mais pour Vi, sa glande de fuite n'a jamais vraiment fonctionné. Cette fille est toujours prête à se battre. Littéralement, ses gantelets sont son fonds de commerce. Nous devons riposter. Et si tu ne veux pas, je le ferai. Et ça mène généralement au désastre. Cela dit, tu dois te rappeler qu'elle a grandi dans les bas-fonds de la ville souterraine toute sa vie. Se battre pour ce qui lui tient à cœur, c'est tout ce qu'elle connaît. Donc, on ne peut pas trop lui en vouloir. En réalité, Vi reste étonnamment compatissante malgré tout ce qu'elle a vécu. Au final, elle est prête à pardonner Jinx quand elle commence à changer de vie. Elle pardonne Kate de l'avoir littéralement frappée avec un fusil et de l'avoir abandonnée après avoir failli tuer un enfant. Kate, c'est une enfant. Ouais, on reste encore un peu énervé. Elle fait aussi beaucoup pour protéger les bas-fonds contre les menaces. Qu'elle agisse comme une gamine rebelle au grand cœur ou comme une adulte prête à se battre, Vi a toujours suivi l'exemple de Vander et sa dévotion à protéger ceux qui comptent le plus. Cela lui vaut une place de choix dans notre classement. Il lui faudrait juste un peu plus de maîtrise de soi. Et puisqu'on parle de Vi, comment oublier son ami emblématique? Je vérifie son nom sur Google. Loris? Tu sais, ce type-là. Allez, tu te souviens de Loris? Tu te rappelles quand il a parlé à Vi et il était comme un agent, puis il est mort? Il était là, c'est sûr, et c'était un bon ami de Vi. Il attendait même à son chevet dans l'épisode 8 quand elle se remettait du combat. Mais il ne fait pas grand-chose en réalité, donc je ne vais pas faire semblant de savoir ce qu'Arkane voulait faire avec ce gars. Et en parlant de cuisine, parlons de Jericho, un chef de l'Undercity qui est heureux d'aider Vi et Kate dans leur recherche de Jinx. Après leur avoir offert un repas absolument magnifique, Jericho Est-ce que j'ai raté ça? Jericho leur glisse une feuille façon chasse au trésor pour les aider dans leur quête, montrant ainsi qu'il est un gars généreux. Pourtant, c'est à peu près sa seule apparition, sans doute parce que les créateurs de la série ont compris que trop de Jericho aurait volé toute la gloire aux autres personnages. Milo est le prochain, ce qui complète le groupe des enfants de Vander qui ne sont pas des super vilains. Milo était un expert en crochetage de serrures, ou du moins, il savait crocheter les serrures. Il remplissait toujours sa part lors des braquages, d'où sa frustration envers Powder qui ne le faisait pas. Chaque fois qu'elle vient, quelque chose tourne mal. Elle porte la poisse à chaque mission. Pourtant, quitte à paraître généralement méchant, Milo n'a jamais été une vraie brute ou quoi que ce soit. Juste un peu un crétin. En fin de compte, ce n'était qu'un gamin tentant de survivre dans un monde cruel, un but qui lui échapperait. Mais si on se fie à son homologue du multivers, il se serait facilement repris en main et aurait eu une vie meilleure un jour. On pourrait penser qu'elle appartient à la catégorie suivante.
May Grayson restait l'un des personnages les plus intègres de la série. Elle n'a pas eu l'occasion de briller très longtemps, mais d'après ce que l'on peut voir, elle était plus ou moins une agente honnête qui se souciait de son peuple. Du moins pour les habitants de Topside. Le conseil a besoin de quelqu'un à punir pour l'exemple. Les gens veulent se sentir en sécurité. Dans ses propres mots à Kate, son arme était destinée à protéger les gens, ce qui montre que, quoi qu'il en soit, elle avait le cœur à la bonne place. Je fais partie des forces de l'ordre. Pour moi, savoir manier cette arme signifie être capable de protéger les gens. Être au service de la ville, c'est déjà un beau trophée. Même si elle travaillait pour un gouvernement corrompu, elle a fait de son mieux pour limiter les victimes, comme le prouve son accord avec Vander. Mais au bout du compte, un agent doit quand même faire respecter la loi. Ou devait faire respecter la loi. Repose en paix. Il faut aussi mentionner Skye rapidement. Victor et elle étaient assez proches à l'université. Ou du moins, Skye le souhaitait. Mais après que Victor l'ait accidentellement vaporisé lors d'une de ses expériences, principalement parce qu'elle essayait de le protéger, je précise, ils se sont retrouvés coincés ensemble dans le cosmos. En conséquence, Skye est restée aux côtés de Victor et l'a aidé à diriger son étrange culte de guérison. Apparemment sans se soucier jusqu'où il était prêt à aller. Je comprends qu'on puisse avoir un béguin mais risquer sa vie pour l'aider à atteindre son nouvel ordre mondial, c'est... Disons que sans une scène précise de l'acte 3, Skye décrocherait sans problème la médaille de la personne la moins centrée, mais on y reviendra. Ensuite, on y a Mel Madarda. Bien qu'elle soit une Madarda, une famille tristement célèbre pour ses efforts impitoyables afin d'imposer leur domination sur ceux qui leur sont inférieurs. Si tu me donnais un trône, je t'offrirais le monde, mon enfant. Mel est finalement une bien meilleure personne que ce que son sang laisserait penser. Elle peut être manipulatrice parfois, c'est vrai. Surtout dans la première saison, où elle a largement alimenté les ambitions précipitées de Jace autour de l'Extech, ce qui a poussé Jace à faire écarter Heimerdinger du conseil. Elle voit souvent les gens comme des investissements, et même sans mauvaises intentions, cela révèle un manque de sensibilité dans ses relations. Quoi qu'il en soit, Mel parvient à surmonter l'héritage de sa famille et à tracer sa propre voie. Mel. Voudrais-tu... Prête à tenir tête à sa mère et à aider à protéger Piltover de son attaque en utilisant ses méfaits pour vaincre la Rose Noire une bonne fois pour toutes. Non loin derrière Mel se trouve son amant, Jace, cofondateur de l'Extech et presque co-responsable de la destruction du monde. C'était révolutionnaire. C'est triste, honnêtement. Tout ce que Jace voulait, c'était rendre le monde meilleur, et il l'a fait d'une certaine manière, mais pas sans beaucoup plus de sacrifices. En trahissant son mentor juste pour progresser plus vite, puis en tuant les partisans de Victor, dans le but de détruire l'Extech, Jace semblait suivre une trajectoire de méchant, surtout à la fin de l'acte 2, où il semblait avoir carrément tué Victor. Mais dès l'épisode 7, certaines choses sont révélées qui recontextualisent vraiment les actions de Victor. Après avoir été envoyé par l'Arcane dans une dimension alternative assez horrible, Jace découvre que l'Extech va littéralement provoquer la fin du monde. Mec, si seulement il y avait un petit gars poilu qui essayait de te prévenir de tout ça. Mais mieux vaut tard que jamais, j'imagine. Dans le final, Jace tend la main à Victor une dernière fois pour lui montrer le chaos absolu qu'ils ont provoqué, et ils choisissent de mourir ensemble afin d'empêcher le nouveau pouvoir de Victor de se répandre davantage. Au final, c'était un bon ami et un homme bien, simplement quelqu'un qui a pris beaucoup de mauvaises décisions en chemin. Et en évitant de justesse la zone grise, la prochaine, c'est Caitlyn. Avant tout, parlons de cette scène. Oui, tu sais très bien laquelle. Alors que tout Piltover et Zone se préparent à la guerre, Kate en profite pour passer un moment seul avec Vi, méritant clairement la médaille de la luxure. Eh bien, même si Kate est généralement l'archétype du personnage loyal bon, elle se laisse facilement influencer par ses émotions. Mais cela n'arrive que rarement quand elle les laisse prendre le dessus. Elle est souvent compatissante et altruiste, montrant de la pitié pour la dépendance de Huck au Shimmer. Mais elle a aussi un tempérament colérique. Lorsque Vi l'empêche de tirer sur Jinx et qu'elle risque probablement de toucher Isha dans la fusillade, de plus, elle a été manipulée pour travailler pour Ambessa, qui est déjà coupable de crimes de guerre graves elle-même. Mais heureusement, Kate finit par ouvrir les yeux. J'insiste sur le « finit par ». Après avoir utilisé Maddie comme pansement et l'avoir trompée, avant que l'on sache que Maddie était une traîtresse, Kate aide finalement à sauver Piltover d'Ambessa et Victor. Souviens-toi. Tais-toi et bats-toi. Elle affronte la première de front et perd un œil dans le processus. Au final, elle reste avec Vi et prouve qu'elle l'aime vraiment. Pourtant, même si Kate est au fond une personne décente et a accompli beaucoup d'actes héroïques, elle a fait bien trop de choses louches pour qu'on la place plus haut. Et pour conclure notre section des gentils, nous avons Monsieur et Madame Kierman.
Aucun des deux n'a vraiment eu beaucoup de temps à l'écran. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils tenaient à protéger Piltover des criminels, prêts à faire les sacrifices nécessaires pour y parvenir. Et ils aiment sincèrement leur fille. Malgré son mépris pour une grande partie de Zone, Madame Kerman est prête à donner au moins une chance à Vi après avoir vu à quel point elle compte pour Kate, ce qui montre un véritable amour familial. Dans un monde de personnages de steampunk, ces deux-là paraissent simplement des gens normaux. Des gens normaux très riches. Et maintenant que la partie positive est terminée, il est temps de passer à un terrain plus moralement neutre. Ces personnages ne se situent dans une zone grise. Malgré la diversité des personnages d'Arcane, cette section reste la plus courte de la liste et débute avec le conseiller Salo. Si je devais décrire sa personnalité, il ressemble au prince charmant de Shrek, mais moins maléfique et avec la moitié du corps écrasé. Ce pauvre gars en a vraiment bavé dans la saison 2, devenant paraplégique et assistant à la mort de 3 de ses collègues en un instant. Il avait parfaitement le droit de passer à l'offensive contre Zone pour penser que nous avons failli accorder la souveraineté aux créatures qui ont fait ça. Et malheureusement, c'est précisément cette colère qu'Ambessa a utilisée contre lui. Si nous ne nous défendons pas grâce à l'Hextech, nos principes ne signifieront plus rien. Malgré son ego et son mépris pour le quartier de vie, on comprend qu'il veuille venger ses amis morts au combat et ses jambes perdues. Il a aussi changé d'avis rapidement après avoir été soigné par Victor. Je dois tout à Victor. Ce qui montre qu'il n'est pas vraiment un héros ou un méchant, juste un gars qui souffre énormément. Mais parlons des autres conseillers, Oskil, Bulbuck et Shula. Ou pour ceux d'entre vous qui n'ont pas passé plusieurs minutes à chercher leur nom sur Google, le barbu, le robot, et la dame au collier en forme d'horloge. On sait peu de choses sur ces 3, sauf qu'ils étaient conseillers. 2 sont morts, et le 3e n'a quasiment rien fait le reste de la saison. Ils font de leur mieux pour gouverner à la surface, mais en réalité, ils peuvent se montrer insensibles envers les Zonites et leur situation, prêts à risquer la vie des Zonites si cela permet d'arrêter Silco et Jinx. Par conséquent, nous ne pouvons pas les classer plus haut. Probablement le personnage le plus difficile à classer ici, le prochain est Victor. Et quand je dis difficile à classer, mec, je le pense vraiment. Victor est un personnage qui peut être vu comme un héros, un personnage neutre, une victime ou carrément un méchant, tout dépend de la façon dont on le perçoit. Alors regardons-le objectivement. Dans la première saison, Victor aide Jace dans ses recherches, devenant cofondateur de l'Hextech et travaillant à le perfectionner jusqu'à l'obsession. Nous pouvons déjà améliorer des vies avec l'Hextech. L'une des caractéristiques principales de Victor est sa tendance à avoir une vision très étroite, car travailler sur le noyau Hextech représente toute sa vie, née d'un désir de guérir ses propres maladies et d'aider les autres avec les leurs. Tout cela donne à Victor l'air d'un véritable saint, et cela se confirme dans le premier acte de la saison 2, où il devient en quelque sorte une sorte de pseudo-Jésus, après avoir failli mourir lors de l'attaque de Jinx. Malheureusement, il ressemble davantage à une figure de Jésus corrompu. Il possède des pouvoirs de guérison, certes, et dans une certaine mesure, il veut vraiment aider à améliorer la vie des autres. Mais la façon dont il s'y prend va un peu trop loin. Victor en vient à croire que, pour mettre fin à l'injustice et à la souffrance dans le monde, il doit transformer chaque être humain en une coquille vide de ce qu'ils étaient autrefois, sans âme, devenant essentiellement un esprit de ruche qu'il appelle la glorieuse évolution. Il est aussi plus qu'heureux de posséder ses adeptes comme des réceptacles pour transmettre ses messages, ce qui est au moins un peu sectaire. Quand Jace brise enfin son armure corrompue, ils peuvent se réconcilier et finir ce qu'ils avaient commencé. Pendant ce temps, Victor est horrifié par la terreur qu'il a provoquée. C'est une fin douce amère pour leurs arcs narratifs, et cela montre que même les personnes les plus pures et nobles ont la capacité de commettre l'indicible. Et sur ce, nous passons de l'un des personnages les plus complexes et moralement discutables de l'univers d'Arcane à un toxicomane. Huck est un personnage secondaire qu'on aperçoit rarement dans la série. Vous vous rappelez peut-être de lui comme du gars maigre à qui Vander a veillé à ce qu'on paie le prix complet pour ses marchandises. Malheureusement, Huck succombe plus tard à la dépendance au Shimmer qui ronge Zone, au point de trahir Vi et Kay auprès de Silco pour une nouvelle dose. La dépendance est une triste réalité, ce qui suscite de la compassion pour Huck, qui a pu être soigné un temps par la secte de Victor. Ce n'est pas la fin la plus heureuse qui soit, mais c'est loin d'être la pire, c'est certain. Mais parlons maintenant de la deutéragoniste et antagoniste de toute la série, Jinx, anciennement connue sous le nom de Powder. Jinx est sans doute l'une des méchantes les plus tragiques des dessins animés. Très jeune, cette inventrice en herbe ne voulait rien de plus que d'aider ses frères et sœurs aînés dans leurs aventures. Ce désir désespéré a conduit à une explosion qui a tué Vander, Milo et Clagger, a détruit la relation avec Vi et a conduit Powder elle-même à être recueillie par Silco, un nazi steampunk local. Dans sa nouvelle famille, Jinx est manipulée et formée comme super arme
entouré de nombreuses petites super-armes mignonnes. Peut-être qu'on devrait essayer l'autre. Comme un gros lance-roquette en forme de requin. Très créatif au moins. Maintenant, je ne nierai pas que Jinx a fait des choses horribles au cours de la série. Meurtre de masse, terrorisme, enlèvement, torture et même intrusion. Mais derrière ce casier judiciaire inquiétant, il n'y a pas un grand criminel ou un sadique ou quoi que ce soit de ce genre. Jinx est simplement une fille cherchant désespérément amour et affection que Silco lui a donné de façon toxique. Dans la saison 2, lorsqu'elle découvre que Vander est toujours en vie, même s'il est maintenant un homme bête contre sa volonté, elle laisse tout tomber pour prévenir Vi afin qu'elle puisse retrouver leur père adoptif, ce qui permet une guérison lente et progressive de leur relation. À la fin, Jinx se sacrifie pour à la fois mettre fin aux souffrances de Vander et sauver la vie de Vi, lui donnant ainsi la chance de mourir en héroïne après avoir traversé de véritables horreurs. Si les choses avaient été différentes, Jinx aurait pu être une personne tout à fait correcte. Mais au bout du compte, elle a toujours eu un bon cœur, simplement un cœur qui a été corrompu au point qu'elle a commis des actes horribles. Cet acte final de sacrifice et d'amour a permis à Jinx de trouver une fin paisible à sa manière. Aussi triste que ce soit, c'était magnifique. Ceci peut être un peu plus controversé, mais pour conclure notre zone grise, il y a Marcus, le shérif traître de la première saison. Marcus est le genre de personnage qu'on déteste très facilement dès le début, mais pour un personnage secondaire, il a en fait une évolution vraiment solide. Il coopère avec Silco par peur pour lui-même et pour sa fille, ce qui est terrible. Mais ce qui rend Marcus sympathique, c'est qu'il ne savait pas vraiment à quel point Silco était mauvais. Du moins, pas dans toute son ampleur. Après avoir été témoin de la mort de plusieurs innocents, y compris d'un supérieur, Marcus était furieux contre Silco et voulait s'en sortir, ne restant dans l'affaire que pour sa fille, contre qui Silco a fait des menaces à peine voilées. Je n'ai pas besoin de faveur. J'ai besoin que tu fasses ton travail. Je ne dis pas que Marcus ne sait pas creuser sa propre tombe, mais au final, 90% de ce qu'il a fait, c'était sous une pression extrême. Et il a été empêché de devenir un vrai méchant simplement parce qu'il avait une conscience décente. Il est aussi important de noter que Marcus a tout de même une bonne action à son actif. Alors que dans n'importe quel autre scénario, kidnapper et emprisonner une adolescente serait un acte horrible, Marcus avait raison en disant que Silco aurait tué Vi sans hésiter s'il l'avait vu. D'une certaine façon, sans Marcus, Vi serait morte. Même s'il n'est pas un homme bien, ce n'est pas non plus un vrai méchant. C'est un homme ayant pris de mauvaises décisions et mort en tentant de limiter les dégâts. Il est temps d'aborder le côté obscur et d'évoquer les nombreux personnages classés parmi les méchants et les mauvais. Pour commencer cette catégorie, c'est un choix un peu inhabituel. Warwick, le magnum opus de Singed. Warwick est le cadavre réanimé de Vander, l'une des nombreuses créations tordues du Docteur Fou, dans sa tentative de vaincre la mort elle-même. Au début, il conserve quelques souvenirs, mais Warwick n'a de Vander que le corps. Et contrairement à Vander, Warwick est poussé par une soif de sang pur et des instincts animaux, attaquant ses adversaires sans aucune pitié ni hésitation. C'est déjà assez terrible, mais étant donné que Warwick est un cadavre réanimé dépourvu d'intelligence humaine, on doit le considérer comme bien moins maléfique que certains des véritables monstres que cette série présente. Parmi tous les personnages dont le classement a changé à cause de l'acte 3, Maddie a été la plus surprenante, surtout qu'il n'y avait pratiquement aucun indice qu'elle trahissait Kate. Puis l'épisode 9 sort, et soudain, sans prévenir, elle revient du côté d'Ambessa. J'ai apprécié ta chaleur humaine. Peut-être a-t-elle entendu l'aventure de Kate et Vi et voulait se venger, ou avait-elle un lien avec Ambessa? Qui sait? En tout cas, Maddie ne pourra plus rien dire. Quelle déchéance! Nous abordons les 10 derniers du classement, en commençant par Rennie, une adepte de Silco. Avec Finn, elle a conspiré pour trahir Silco et le faire tuer par Savika après la mort de son fils lors de l'attaque de Jason et Vi contre l'usine de Shimmer. C'est pourquoi elle n'est pas plus bas dans le classement. Bien que coupable de crimes graves et responsable de l'attentat du premier acte de la saison 2, Rennie était une mère endeuillée confrontée à la perte de son jeune fils. Cela n'excuse rien de ce qu'elle a fait, mais cela la présente au moins sous un jour un peu plus sympathique. Et la dernière des moindres mots, c'est Savika, la seconde de Silco. La tentative de trahison de Rennie et Finn souligne la principale qualité de Savika, sa loyauté. Malgré tous ses défauts, et ils sont nombreux, elle reste loyale à sa cause jusqu'au bout. Et sa cause est de libérer le peuple de Zone par tous les moyens nécessaires. Elle refuse de livrer l'un des siens et sait rassembler le peuple pour qu'ils se battent ensemble. Nous ne livrons pas les nôtres. Savika est guidée par le désir de liberté en écrasant ceux qui les oppriment depuis des années. C'est pourquoi nous lui remettrons la médaille du péché de la colère. Mais si seulement cette loyauté s'étendait à Vander. Avec ses partisans, Savika a abandonné Vander dans la première saison lorsqu'il a commis l'acte impardonnable de ne pas vouloir attaquer Topside et de risquer de faire tuer davantage des leurs.
Ce qui montre que, aussi loyale et dévouée que soit Savika, elle est aussi froide et bornée. Elle n'hésite jamais à tuer quiconque doit l'être pour accomplir sa mission. Savika n'est pas une bonne personne, mais elle se soucie de son peuple à sa manière tordue et violente. J'ignore toujours pourquoi ils l'ont nommée conseillère. Sérieusement, Savika a été engagée. Mais Heimerdinger, qui essayait d'empêcher une apocalypse nucléaire, c'était trop? Vraiment? D'accord, je laisse tomber pour l'instant. Et parlons de la brutalité policière avec Rictus. Honnêtement, c'est tout ce que j'ai retenu de lui. Rictus était le bras droit d'Ambessa et l'un des combattants les plus habiles de la série. Il n'avait aucun scrupule à exécuter les ordres de sa patronne, aussi brutaux soient-ils. Parfois, il semblait presque aimer torturer les partisans de Jinx pour obtenir des informations. Ta mort sera un coup dur. Les méchants vont devenir bien plus complexes et intenses, alors pour l'instant, profite simplement de sa vilenie toute bête de très mauvais flic. Et quoi de mieux pour lui succéder que sa patronne, Ambessa Madarda. En tant que chef de guerre noxienne puissante et haut placée, Ambessa incarne la raison pour laquelle sa famille est crainte. Le nom Madarda est synonyme de règne impitoyable et autoritaire. Et Ambessa est entièrement dévouée à perpétuer cela. Elle a même banni sa fille, car elle ne répondait pas à ses attentes, qui était d'être prête à tuer sans hésiter quiconque il faudrait tuer. Ce crime mérite la médaille du péché de l'orgueil, mais rassurez-vous, Mama Madarda s'est allée encore plus loin dans la bassesse. Même si l'on ignore cette scène isolée où elle semble engager une prostituée, la façon dont Madarda utilise les gens comme des marchandises est carrément inquiétante. Elle manipule Sal et Caitlyn pour obtenir ce qu'elle veut quand ils sont vulnérables et n'hésite pas à verser du sang pour une bonne cause. Regardez la finale. Elle utilisait Maddie, une femme visiblement très jeune, comme espionne et n'a presque pas réagi à son meurtre. C'était pour elle tout au plus un léger désagrément. La seule chose vraiment positive à dire sur Ambessa, c'est qu'elle aime sincèrement sa famille et qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour les protéger. Être traquée par la Rose Noire a vraiment rendu cela difficile. Mais aussi mauvaise qu'Ambessa ait été, certains personnages sont tombés encore plus bas. Sur ce point, passons au bas-fond de Zone et parlons de Deckard, que vous vous souvenez peut-être comme le vaurien qui a tabassé Vi et sa bande dans le premier épisode pour leur trésor. Voler des enfants est très bas, même pour des criminels, mais après avoir été battus, ce type et ses sbires ont quand même poursuivi Powder pour récupérer leur butin. Au final, Deckard passe de monstre à véritable monstre lorsqu'il laisse Silco et Singed tester le Shimmer sur lui, le transformant en une créature sans esprit et prouvant qu'il est le genre de gars prêt à tout pour obtenir plus de pouvoir pour lui-même. Il n'a aucune ambition, aucune conviction, rien du tout. C'est juste un vaurien égoïste et l'une des rares personnes à Zone qui correspond vraiment à la piètre opinion que Piltover a généralement d'eux. Mais à la 5e place des plus maléfiques, on retrouve Finn. Finn a mené la tentative de trahison contre Silco, estimant que le fascisme en soi n'était pas suffisant. Finn voulait un fascisme express. L'audace et l'intelligence sont deux choses distinctes. Et s'il devait tuer celui qui l'a amené au pouvoir au départ, tant pis. Contrairement à Rennie, il n'a même pas d'intérêt personnel dans l'affaire. Du moins pas plus que le zonite moyen. Donc il fait tout ça simplement par impatience et soif de pouvoir. Cette envie de s'emparer de l'empire de son patron lui vaut la médaille du centre de l'envie, et une opération du coup gratuite, offerte par Savika. Juste en dehors de son trio de fin, il y a Smitch. Ne vous fiez pas à son apparence. Il est capable de bien pire que voler vos porte-bonheur. À la mort de Silco, Smitch fut l'un des seigneurs du crime tentant de profiter du vide de pouvoir laisser. Cela a donné lieu à des raids chez l'ennemi et à des tentatives d'enlèvement de Jinx contre rançon. J'ai trouvé une autre solution. On leur donne Jinx, c'est tout ce qu'ils veulent vraiment. Faire passer Savika pour une citoyenne modèle, puisqu'elle-même a refusé de livrer un autre zonien. Et en plus, Smitch se fiche complètement de ses alliés. S'il a un larbin qu'il peut envoyer en sacrifice, enfin, un espion utile pour explorer la zone, eh bien, tant pis. Lâche, il profitait du travail de ses domestiques et reçoit ainsi la médaille du centre de l'avidité. Sans lui, nous n'aurions pas vu le bras robotique de Savika en action, dont nous lui en sommes reconnaissants. Attendez, il y a un marché à conclure ici. Maintenant, la médaille de bronze du mal doit être attribuée à l'homme autrefois connu sous le nom de Dr Revik, Singed. Pour commencer, Singed n'a qu'une seule et unique qualité rédemptrice. Il aime sa fille. En fait, tout ce qu'il fait dans ses recherches scientifiques, il le fait pour tenter de guérir la maladie incurable de sa fille, ce qui fait de lui un type totalement légitime et digne de compassion. Non, ce n'est pas le cas. Pourquoi ne joues-tu pas avec eux? Écoute, c'est bien qu'il aime sa fille. Quels parents ne feraient pas tout ce qu'ils peuvent pour sauver la vie de leur enfant? Le problème avec Singed, ce n'est pas qu'il aime sa fille et qu'il veuille la guérir, mais c'est qu'il consacre toute sa vie
à défier les lois même de la nature. Je veux vraiment avoir une fille. Il a enlevé, torturé, fait des expériences sur d'innombrables personnes et les a finalement tuées pour trouver ce remède insaisissable, prolongeant ainsi sa propre vie au passage. Elle n'est pas vraiment sauvage. Je vais te dire un secret. Nous ne resterons pas longtemps. Le pire, c'est qu'il a inventé le Shimmer, ce qui a déclenché les événements qui ont lancé l'histoire de la série et ruiné la vie de tout le monde à Zone. Tu sais, comme si leur vie était déjà bien au départ. C'est tragique de penser qu'il est allé aussi loin par amour pour sa fille. Mais le simple fait est que Singed était prêt à tuer d'innombrables personnes et à ruiner la vie de beaucoup d'autres, ce qui fait de lui l'une des pires personnes de la série, sans aucun doute. Mais il devait avoir une source de financement pour faire cela, ce qui nous amène à la médaille d'argent du mal, Silco. Comme Singed, Silco était un méchant dont les actes terribles étaient souvent oubliés par les fans à cause de l'amour pour sa fille adoptive. Maintenant, en tant que méchant, on adore Silco, et sa relation avec Jinx est facilement son meilleur atout, puisqu'il l'aimait vraiment. Même après avoir eu la possibilité de faire libérer Zone par le conseil en échange de Jinx, il a refusé de la livrer. Y a-t-il quelque chose d'aussi éternel qu'une fille ? Même en mourant de sa main, il a passé ses derniers instants à la réconforter. Tout cela est beau, mais cela fait oublier qui était vraiment Silco. Après la mort de Felicia, tandis que Vander était accablé de chagrin, Silco restait concentré sur l'unification de Zone. Cela le conduirait à être trahi par Vander et à laisser libre cours à toute sa cruauté. Mais jusqu'où va réellement cette cruauté? Silco est responsable de l'épidémie de Shimmer dans les bas-fonds, ce qui est d'autant plus grave car il en est lui-même originaire. En gardant tout le monde accro à cette substance, Silco s'enrichit et maintient les autres dans la peur. Il est prêt à torturer ses partisans et à menacer leurs familles, même les enfants, pour garder le contrôle. La peur nous hante tous, enfants. Je veux dire, n'oublions pas comment Silco a menacé indirectement de tuer la jeune fille de Marcus s'il ne suivait pas ses ordres. Allons parler dehors. Tu ne vois pas qu'on est en train de jouer? Encore pire, il a renversé ses blocs de construction. Elle avait vraiment travaillé dur, Silco. Ce type est peut-être un père adoptif aimant pour Jinx, mais Silco restait assez proche du mal pur. Bien sûr, il y a du bon en lui, tout comme chez Jinx. Mais contrairement à elle, Silco n'a jamais choisi d'essayer de sortir du cycle de la violence, ce qui prouve que sa nature est simplement celle-là. Un tueur sans cœur qui se trouve simplement avoir une fille qu'il aime. Peu importe ce qu'on en pense, une personne à la fois baron de la drogue et exploiteur d'enfants est quasiment irrécupérable, même si ses derniers mots à Jinx étaient emplis d'amour. Tu es parfaite. Mais aussi sinistre que soit Silco, au moins il avait une qualité rédemptrice. En revanche, notre médaille d'or du mal doit revenir au groupe qui n'en a aucune, la Rose Noire. Il s'avère que Mel détient des pouvoirs magiques secrets et impressionnants, la rendant cible d'une secte. Des sorciers maléfiques appelés la Rose Noire cherchent à influencer les familles les plus puissantes du monde. Ils sont prêts à défigurer, mutiler et tourmenter leurs cibles de toutes les manières possibles pour mettre la main sur ce qu'ils recherchent. En ayant probablement tué Kino et ayant clairement tenté de tuer Ambessa, ce que tu as volé est plus précieux que tout l'or du monde. Ils veulent approcher Mel et obtenir son pouvoir, allant jusqu'à exploiter l'image de son frère mort pour obtenir des infos. Ce qui est étrange et un peu frustrant avec la Rose Noire, c'est que nous ignorons ce qu'il compte faire des pouvoirs de Mel. Nous savons seulement qu'il voulait kidnapper son frère et le garder en otage pour obtenir Mel en échange. Même Ambessa trouvait ce marché trop horrible. Où est mon frère ? Malheureusement, son sort ne faisait pas partie des vies que ta mère a épargnées. Tu l'as tué. Le but ultime de la Rose Noire reste inconnu, et grâce à Mel qui les a arrêtés, on peut espérer que cela reste ainsi. Parce que si ce culte de magie noire a réussi à troubler Ambessa, on ne peut qu'imaginer ce qu'il comptait faire au reste du monde.